Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On vous a proposé plein d'interviews cet été et voilà, et on en avait encore une sous le coude. Il est avec nous, peut-être que son nom vous parle. En tout cas, pour nous, on est très heureux de le recevoir. Il est ex-international polonais, on en parlera tout à l'heure. C'est Aaron Sell. Aaron, comment ça va? Salut, ça va très bien, très très bien. À part la petite défaite ou la grosse défaite de l'équipe de France aujourd'hui, euh, à part ça, ça va. Ok, super. Pour ceux qui pourraient ne pas te connaître, parce que voilà, il y a peut-être des gens un peu plus jeunes, sans dire que t'es vieux, attention. Non, Attention, non, ça. mais je comprends bien. Je suis pas forcément dans la hype Voilà, exactement. moderne. Ouais. Donc pour ces gens-là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, pas de problème. Bah, écoute, je m'appelle Aaron, prénom, nom de famille Cel, C-E-L. Je suis basketteur pro depuis bientôt 20 ans. J'ai 36 ans actuellement. Donc là, je rentre sur ma dernière année de carrière. Je suis né en France, de parents polonais. J'ai commencé le basket à Orléans, donc dans la ville où je suis né. J'ai été contacté par le centre de formation du Mans à l'âge de 15 ans, où j'y ai passé 5 ans. Donc mes années cadets, mes années espoirs, mes débuts en pro. Et ensuite, j'ai fait un petit tour par la Pro B. Euh, Petit tour qui s'est bien et moins bien passé, mais très bons souvenirs quand même. Et puis par la suite, donc je suis reparti dans mon pays d'origine, on va dire ça comme ça, le pays de mes parents, donc la Pologne, et où je me suis épanoui, que ce soit au niveau de la vie professionnelle, donc au niveau du basket, ou que ce soit au niveau de la vie privée. Donc j'y suis resté. Je joue actuellement toujours en Pologne. J'ai fait une petite épopée, on va dire encore de 2 ans en France, à Monaco et à Gravelines. Mais je suis revenu pour de bon en Pologne et j'y suis toujours actuellement. Donc j'y vis, j'y suis marié, j'ai mon enfant ici et tout se passe bien pour moi. Donc voilà en une minute un petit résumé de ma life. Ah, super. Bon, évidemment, il faut qu'on parle de l'actualité fraîche. Tu as commencé à en parler. C'est sur les lèvres de tout le monde. La France est Mhm, éliminée de la Coupe du Monde, sortie par la Lettonie cet mhm, après-midi. Quelle est ta réaction et quelle est ton analyse comme ça, un petit peu à chaud? mhm. Bon, je vais arrêter de sourire parce que là on entame un sujet d'entrée, on entame un sujet très très délicat. Bah réaction à chaud, surpris, surpris parce que c'était pas forcément ce qu'on attendait de cette équipe de France. Déçu évidemment parce que comme tous les fans de l'équipe de France, on croise les doigts et puis on espère que les gars vont arriver le plus loin possible. Après, je connais les joueurs de la Lettonie aussi, je connais le coach de la Lettonie, donc je sais que ça joue un basket solide. Ils l'ont montré sur le premier match, ils étaient très concentrés, ils ont très bien joué. Faut leur tirer leur chapeau aussi. Félicitations à eux. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de points négatifs, on peut le dire, sur cette équipe de France. On l'a senti déjà sur le premier match, c'est pas habituel pour l'équipe de France de perdre de 30 points. En général, quand l'équipe de France perd, même contre un gros adversaire, ça se limite à 20 points maximum, on va dire. Donc là, déjà, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas parce que sur la fin, il n'y avait pas forcément, enfin sur la fin, sur le match en général, sur la deuxième mi-temps contre le Canada, il n'y avait pas forcément déjà de réaction, il n'y avait pas forcément un des 12 joueurs qui sentait vraiment le coup et qui était vraiment dans le tournoi. Donc voilà. Et puis malheureusement, contre la Lettonie, ça s'est confirmé. Il y avait des joueurs qui étaient in, on va dire, en attaque. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus in en défense. Mais il n'y avait pas forcément d'alchimie, il n'y avait pas forcément de hiérarchie, on va dire ça comme ça. Même si c'est compliqué à trouver les mots sur une défaite comme ça parce que ça se joue d'un rien, comme d'habitude dans le sport de haut niveau. Mais c'est vrai que cette équipe de France nous a habitués en général à gagner plutôt facilement contre des équipes comme la Lettonie, surtout qu'ils n'avaient pas Porzingis, le frère Bertrands aussi, le grand frère, s'est blessé en début de match, donc c'était aussi selon moi leur deuxième atout offensif ou peut-être troisième, mais en tout cas c'était l'un de leurs joueurs majeurs. Je sais pas, c'est dur comme ça, comme tu l'as dit à chaud, d'analyser, de pointer du doigt, c'est pas forcément le but non plus. Mais c'est sûr qu'il y avait un truc qui clochait sur le terrain. Je sais pas si c'était la mentalité. Peut-être que les mecs pensaient déjà au JO. Je suis pas dans le vestiaire. Je suis pas forcément en contact régulier avec les joueurs non plus. Donc deviner, c'est pas simple. Mais déçu, c'est sûr. Ouais. Déçu pour les gars parce que bah, je connais bien Nico Batum et je sais que sur ces derniers championnats du monde, il voulait faire un beau résultat. La prépa avait l'air plutôt solide.
Mais là, ils y étaient clairement pas. Donc ils vont devoir se regarder dans le miroir. Et comme l'a dit Batum d'ailleurs, tous, hein, pas que les joueurs, mais le coach aussi, le staff aussi, à la Fédé aussi. Et puis, il va falloir se poser les bonnes questions parce que les JO à Paris, c'est une chose que et toi et moi et tous les fans et tous les joueurs et toute la Fédé vont vivre qu'une fois. Ouais. Donc, faudra pas se louper. T'en as un petit peu parlé, tu es de la même génération que Nando De Colo, tu as même Ouais, joué avec lui en équipe jeune, tu exactement. connais donc bien Nico Batum. Est-ce que devant ton écran, tu as été touché quand l'un a été exclu pour deux fautes antisportives qui, comme on se le disait en off, ne lui ressemblent pas vraiment? Et surtout après la déclaration de Nico au micro de Beansport, quel a été ton sentiment devant l'écran? Euh, Bah écoute, je l'ai un peu vécu comme eux. J'étais frustré. J'ai senti de la frustration dans les réactions de Nando. C'est quelque chose qui ne lui ressemble pas. C'est quelqu'un qui aime bien titiller. C'est quelqu'un qui aime bien, je vais pas dire provoquer, mais qui aime bien être dans le match mentalement, qui a du caractère, qui aime bien être dans le match. Et là, il s'est fait un peu prendre à son propre jeu, ce qui lui ressemble pas du tout, parce que c'est un joueur de classe mondiale. C'est un magicien avec ses mains. Il sait tout faire sur le terrain. Donc c'est clair qu'il nous aurait aidé en fin de match, mais justement, ça doit faire partie un peu de tout ce qui se passe actuellement autour de cette équipe de France, que ce soit dans le vestiaire, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, je sais pas ce qui se passe forcément à l'hôtel entre eux, mais je pense que il doit y avoir un petit truc qui va pas parce que ça ressemble pas à Nando. Nico, écoute, il a tout dit sur l'interview. Il a ouvert son cœur, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Il a été honnête avec ses pensées et puis il avait besoin aussi certainement de tout cracher parce que c'est quelque chose qui ne lui arrive pas souvent d'avoir un échec avec l'équipe de France. Donc c'est bien, faut dire ce qui est, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. C'est la meilleure des choses à faire avant, j'en reviens aux JO, mais avant les JO. Et puis voilà, mais c'est vrai que moi, j'étais déçu pour eux. J'étais déçu pour eux parce que je connais leur carrière, je sais exactement ce qu'ils font depuis 15 ans, je les suis en équipe de France depuis toujours. Et je sais qu'ils auraient aimé au moins avoir une médaille. Je sais que ça sonne comme si une médaille c'était très très difficile, mais eux ils sont d'un niveau tel qu'une médaille c'est largement jouable pour eux. Mais ne pas sortir de la poule, ça fait voilà, ça te fait même pas redescendre sur terre, mais tu te prends une grosse claque quand même, une grosse claque. À un an des JO, et comme on l'a dit, ça va être l'événement majeur parce qu'en plus c'est à la maison. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même un motif d'espoir? Est-ce qu'il y a des bonnes choses à retenir? Est-ce que tu vois quand même un avenir un peu plus brillant et peut-être que dans un an, on dira bah finalement le mondial c'était une erreur, juste un parcours foiré. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents aussi autour de l'équipe de France, donc je pense qu'ils vont tous s'asseoir autour d'une table et qu'ils vont se dire les choses et que pour les JO, ça ira mieux. S'il y a quelque chose à retenir de ces mondiaux, pas forcément. Des fois, il faut savoir oublier aussi. Et selon moi, bon, après, faut apprendre de ses erreurs aussi, mais selon moi, faut oublier parce que si tu oublies pas, tu commences à douter un peu, tu te poses des questions à droite à gauche. Et l'équipe de France de basket a quand même un certain niveau depuis 10-15 ans. Et ce niveau-là, il a pas disparu sur 2 matchs. Donc, faut simplement, euh, ouais, un peu laver ce qu'il y a dans leur tête et puis repartir de plus belle sur les JO. Après, c'est sûr que ça met un peu le doute à tout le monde. Euh, mais les mecs sont quand même d'un talent vraiment enfin voilà, c'est des joueurs de vraiment de très très haut niveau et euh, et je pense qu'il y aura pas forcément dans un an. Je pense qu'il faudra plus y penser, il faudra plus penser à ces mondiaux, il faudra juste se focus sur les JO tout donner. Et puis voilà, c'est peut-être pas plus mal des fois de se prendre une claque aussi. On le connaît dans le sport ça, qu'à un moment donné, si tu gagnes toujours, tu prends un peu les autres de haut. Je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais tu prends un peu les gens de haut et tu te sens un peu trop confiant. Rudy Gobert l'a dit aussi, tu te mets pas forcément le cul par terre, tu te jettes pas forcément sur toutes les balles. Tu te dis que wow, le laiton il va se jeter sur cette balle, mais de toute façon on va bien défendre, donc ils vont pas marquer. Sur l'attaque d'après, on a beaucoup de talent, donc on va bien trouver un moyen de marquer. On va peut-être pas finir le système parce que si on finit le système, on va perdre un peu de force. On va shooter avant, ça va rentrer. Mais tu te rends compte que non, de nos jours, les sports co, que ce soit le foot ou le basket,
Il y a plus forcément de petites nations. Tout le monde a les analyses vidéo, tout le monde peut prendre exemple sur tout le monde via Internet, donc tout le monde progresse et il faut faire attention à chaque adversaire. Bon, on n'est plus dans le coup, malheureusement, mais la compétition continue. Quels sont pour toi les favoris maintenant de ce mondial? Bah écoute, malheureusement pour la France, ils ont mis sur de bonnes rails le Canada. J'ai vraiment aimé ce que le Canada a montré, que ce soit au niveau de la cohésion d'équipe. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine hiérarchie. J'ai trouvé que chaque joueur se mettait le cul par terre en défense. Tu sens clairement qu'ils ont quelque chose à prouver. Tu sens clairement qu'ils ont faim de médaille, qu'ils ont envie de mettre le Canada sur la map des joueurs, des équipes pardon, à respecter sur Terre, tout simplement, parce que c'est vrai que le Canada a toujours eu des joueurs à droite, à gauche, NBA, plus ou moins, tout ça, mais ils n'ont jamais vraiment brillé sur des compétitions internationales. Donc là, tu sens que les gars, ils sont vraiment focus. Donc le Canada, j'aime beaucoup. Le Canada, j'aime beaucoup. Les États-Unis, évidemment, sur le papier, c'est toujours impressionnant, mais j'ai comme un sentiment que ça va faire comme en 2019, où on les avait joués d'ailleurs avec la Pologne pour la huitième place. Donc ils s'étaient vraiment descendus bas pour eux. Ouais. Mais je sens aussi que ils vont essayer de la jouer individuelle sur certaines actions et ils vont couper les systèmes au lieu de jouer le truc jusqu'au bout, pensant que leurs qualités individuelles peuvent gagner le match. Mais à ce niveau-là, pas forcément. À ce niveau-là, il faut vraiment respecter respecter l'équipe d'en face, respecter ses coéquipiers et faire le sale boulot et faire tout ce qu'il faut pour trouver un moyen de scorer autre que de l'isolation, comme le font si souvent les États-Unis. Est-ce qu'il y a un joueur qui attire ton regard aussi, un mec qui t'impressionne ou un mec que tu as peut-être côtoyé en club ou en sélection et que tu as envie de suivre comme ça, ou juste un mec qui t'impressionne, hein. En gros, ça peut passer d'un joueur de la République dominicaine à Luka Doncic, tu vois. Ouais, écoute, la République dominicaine, j'ai vraiment bien aimé ce qu'a montré Karl Anthony Towns aujourd'hui. Je pensais qu'il allait arriver un peu hautain, un peu au-dessus de tout le monde, mais en le regardant jouer aujourd'hui, même si il croquait un peu trop quand même, mais moins que sur le premier match, mais je trouvais que ses réactions étaient bonnes par rapport aux arbitres. Il n'était pas arrogant, il motivait ses coéquipiers, et c'est la bonne façon de faire pour un leader. Donc j'ai bien aimé ce qu'a montré Karl Anthony Towns aujourd'hui contre l'Italie, qui est quand même une nation solide de basket, qui a des fondamentaux solides et qui sait ce qu'il fait. J'aime bien Josh Giddey Ouais, sur du basket FIBA, je trouve ça vraiment top. c'est un régal. C'est un régal, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime. Moi aussi, en tant que poste 4, j'ai toujours été plus dans le genre de joueur complet que dans le genre de joueur scoreur. Donc j'aime bien ce genre de joueur comme Nico Batum, etc. Ça me parle. Donc Josh Giddey, j'adore. Vraiment meneur de grande taille, rebond, passe, scoring, etc. Donc j'aime bien. Et puis, bah, écoute, ce qu'a montré Shai Gilgeous, Alexander contre la France, c'est, là, on peut dire, on peut parler presque d'un MVP en puissance parce que le Canada, comme je te le dis, je les vois loin et il a quand même une facilité. Comme tout le monde le souligne de plus en plus, c'est vrai que c'est plus simple de scorer en NBA qu'en FIBA. Donc, je me posais la question de savoir s'il allait s'en sortir aussi facilement en FIBA, mais, euh, mais il y arrive sans aucun problème. Il sent le basket FIBA aussi, et puis il défend aussi. Il défend aussi, et Ouais. ça, c'est le genre de truc que j'adore quand un meilleur scoreur en plus défend. Ça, c'est vraiment signe de grande classe. Donc j'ai vraiment aimé ce qu'il fait pour le moment. C'est fou parce que en préparant la Coupe du Monde pour Upset, je m'étais regardé des matchs de qualif, Mhm. notamment un Canada-Argentine. Et vraiment, enfin, Shai, il était là, il avait fait son petit match à 20 et quelques points, mais en fait, ben, des fois, ça servait son équipe autant que ça la desservait. Et je D'accord. savais pas comment l'aborder avant le Mhm. mondial. Mhm. Et là, je pense clairement qu'il s'est mis sur le bouton on, Mhm. mission, et il fonce. Et en tout cas, il va me faire fermer ma bouche parce que vraiment, Mhm. j'étais pas serein sur ce qu'il allait faire. Donc vraiment, il m'impressionne, hein. Il Ouais, m'impressionne. ouais. J'ai bien aimé surtout des petits détails comme, par exemple, contre la France en première mi-temps, il n'a pas forcément scoré, Il mais je était le à sentais. 6 ou 8 points, je crois. Ouais, mais je le sentais pas pour autant frustré. Je le voyais pas aller vers ses coéquipiers leur disant donne-moi la balle, c'est à moi de scorer, donne-moi la gonfle maintenant, c'est moi qui va jouer pour voilà pour quoi que ce soit. Il attendait son moment et sûrement le coach a sûrement bien fait les choses aussi. Le coach lui a dit en deuxième mi-temps, écoute,
C'est ton équipe, maintenant on joue pour toi. Et il a répondu présent, donc ça c'est signe de très grands joueurs. Donc voilà ce que j'aime enfin voilà ce que j'aime. Voilà ce que je pense être un grand joueur, c'est quand tu es très bon et en attaque et en défense. Et c'est son cas sur ce tournoi et pas que. Hein, NBA aussi il montre que c'est un joueur de très très grande classe. Donc voilà, donc le Canada, équipe très intéressante. Bon, on suivra ça alors avec attention, on verra si, Mhm, s'ils te donneront raison. Comme je le disais en intro, tu es un jeune retraité, toi, de la mhm, sélection donc de mhm. Pologne que tu as choisi de représenter. Tu as joué avec les jeunes de l'équipe de France. Et avec un peu de recul, comment tu juges tout ce que tu as accompli avec ce maillot sur le dos? Alors magique sans aucune hésitation. C'était quelque chose d'inespéré pour moi. D'abord parce que étant jeune, je jouais pour l'équipe de France, donc je me voyais pas forcément à l'avenir jouer avec l'équipe de Pologne, mais signant en Pologne à l'âge de 23 ans et voyant la Fédé ou les joueurs polonais venir vers moi me dire il faut absolument que tu joues pour l'équipe de Pologne, etc. Sentir cette envie de leur part aussi. Et puis moi, évidemment, du côté de ma famille aussi, parce que je suis d'origine polonaise, tout le monde chez moi est polonais, donc je venais en Pologne tous les ans déjà, donc évidemment, c'était pour moi quelque chose ouais, Naturel. de naturel, d'inespéré, enfin voilà, quelque chose de vraiment très sympa. Et mais je me rendais pas compte encore jusqu'où ça pouvait me mener. Et effectivement, c'était là très certainement les plus belles expériences de ma vie viennent de l'équipe nationale polonaise. D'une parce qu'on a atteint plus que ce qu'on espérait. De deux parce que j'ai toujours trouvé que jouer pour l'équipe nationale c'était quelque chose de différent que pour un club. En club, j'ai toujours trouvé que tu jouais avec des mecs qui bataillaient un peu pour leur contrat, qui quand ils jouaient moins, ils l'avaient un peu mauvaise. Quand tu leur filais pas la gonfle, ils l'avaient un peu mauvaise aussi. Et en équipe de Pologne, en tout cas sur mes années, j'ai toujours senti qu'on était vraiment 12 mecs. Euh, Là, tout simplement pour le maillot, même si tu mettais 20 points en club et que tu jouais 2 minutes en équipe nationale, ça nous posait absolument pas de problème. On avait tous un rôle précis. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que j'ai senti dans ce truc-là vraiment la définition du sport co. Et ça, c'était vraiment un kiff. Donc ça, c'est vraiment le but ultime, quoi. Quand tu sens que tu joues avec des mecs qui sont absolument pas là par intérêt, mais ils sont là juste pour gagner, juste pour porter honneur au maillot justement polonais. Donc évidemment avec l'hymne, etc. et l'engouement que tu as dans le pays après. Mais avant tout, tu sens que les mecs sont là pour batailler les uns pour les autres. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce qu'en club, c'est vrai que ça arrive, heureusement. Sinon, je pense qu'on jouerait pas longtemps au basket. Mais ça arrive aussi souvent que tu joues avec des mecs qui sont là pour prendre ta place, qui sont là pour, et c'est normal, hein, c'est notre Ouais, gagne-pain, c'est le c'est jeu notre pro. taf, donc c'est normal. Mais, euh, mais ça fait en sorte justement que tu prends peut-être un petit peu moins de plaisir ou tu as peut-être un petit peu plus de soucis ou de problèmes durant une saison pro plutôt que sur une campagne équipe nationale. Donc non, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a... ouais, j'étais conquis. J'étais conquis de A à Z par tout ce qui se passe en équipe nationale. Enfin, tu as terminé, puisque tu as pris ta retraite après, mais tu termines sur une 4e place à l'Eurobasket l'année Mm. dernière. Est-ce que pour toi, vous avez marqué l'histoire du basket polonais avec cette 4e place? Ouais, clairement. On a eu la chance aussi en 2019 de faire les championnats du monde. Et la Pologne avait fait pour la dernière fois les championnats du monde 52 ans avant. Donc déjà faire les championnats du monde, c'était quelque chose d'incroyable. Et on n'a pas été ridicule puisqu'on a fini huitième. Euh, donc mieux que la France cette année. Euh, et c'est vrai que pour l'Euro après 2022, finir quatrième, c'était jamais arrivé tout simplement pour la Pologne. Donc tout le pays évidemment parlait de nous. En plus éliminé en quart de finale la Slovénie de Luka, euh, qui nous avait mis 30 points un an avant pour les qualifs JO. Euh, c'était magique tout simplement. On avait tous fait le match de notre vie à ce moment-là. Toutes les planètes étaient alignées, toutes les étoiles étaient alignées, tout était voilà. Ça n'arrive qu'une fois dans une carrière, voire des fois jamais. En tout cas, on a fait vraiment un gros upset. On peut comparer un petit peu ça aujourd'hui de ce qu'a fait la Lettonie avec la France, par exemple, mais c'était vraiment un truc inespéré qui nous a ouvert les portes du dernier carré de l'Euro.
Donc on était aux anges, hein. Je te cache pas que la fête après ce match-là, elle était solide. En plus, t'es d'origine polonaise d'après ce que j'ai compris, Ouais. donc les Polonais savent faire la fête. Et puis voilà, il y avait vraiment de quoi être fier parce que c'était un résultat top. Je surligne d'autant plus ce résultat parce qu'on a depuis toujours joué en équipe nationale sans joueur NBA. On a joué avec Ponitka, seul joueur Euroleague. Tout le reste, c'était des joueurs qui jouaient en Pologne ou en voilà, Eurocup, Champions League, mais il n'y avait pas vraiment de stars. Donc, quand tu joues contre des équipes, même en huitième de finale, on bat l'Ukraine qui a 3 joueurs en NBA. Voilà, c'est toujours quelque chose pour nous de top. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'équipe, sur mon épopée avec l'équipe polonaise. On a toujours eu une équipe euh, très très solide niveau cohésion d'équipe. Et ça nous a donné beaucoup beaucoup de bons résultats parce que quand tu sens que tu fais une erreur mais que personne t'en veut et au contraire tout le monde essaye de rattraper ton erreur alors que toi on va dire que tu es par terre, ça te donne vraiment des ailes et tu joues vraiment mieux que ce que tu ne pouvais espérer. Ouais, c'est cool. Est-ce que ce résultat à l'Euro et puis les derniers résultats avec la Coupe du Monde, est-ce que ça a eu une répercussion sur le basket national et même sur vous, les joueurs? Peut-être que ça a ouvert des portes à certains. Enfin voilà, est-ce que ça a eu un gros rebondissement dans le basket polonais? Ouais, 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 clairement. Avant tout, on a eu je sais pas si c'est grâce à ça, mais sûrement en partie. On va organiser donc l'Euro 2025 chez nous. On aura un groupe qui sera chez nous, donc ça déjà c'est un énorme succès pour le basket polonais. Ensuite, effectivement, tu as de plus en plus de Polonais qui signent dans des pays étrangers parce que la Pologne a toujours été pas forcément respectée niveau basket, donc les équipes, les grands championnats ne venaient pas forcément regarder en Pologne pour leurs joueurs, alors que là, j'ai souvent des coachs même français de Pro A qui m'appellent pour me demander des infos sur des joueurs polonais. Donc, je trouve ça super sympa et je suis super content pour ces gamins, j'ai envie de dire, parce que j'ai 36 ans maintenant, donc les joueurs polonais de haute qualité, maintenant, tu peux en trouver des très jeunes, donc c'est top. Et oui, tu as aussi eu des mecs qui ont commencé à faire des petites pubs, des petits trucs à la télé, donc ça c'est super sympa, ça prouve que le basket prend de la valeur en Pologne, et puis c'est toujours le but aussi quand tu joues pour l'équipe nationale, c'est de promouvoir un peu ton sport, parce qu'en Pologne, tu as d'autres sports qui sont un peu plus valorisés, comme le volley, qui a une très très grande Ouais. importance en Pologne. L'équipe nationale de volley gagne très souvent, que ce soit les championnats du monde, championnats d'Europe, etc., etc. Au JO, ils font des médailles. Donc en Pologne, tout le monde est fixé sur le volley. Le foot est toujours numéro un comme partout. Donc le basket, on peut dire qu'on est quatrième, cinquième sport, mais on est là, on est présent, on prouve que euh, qu'on a de belles choses à montrer. D'autant plus que là, donc comme je t'ai dit, on organise l'Euro 2025 chez nous, et puis on a enfin un joueur NBA, Jérémy Sohan, qui est très très fier d'ailleurs d'avoir une maman polonaise qui parle très bien polonais et qui est d'ailleurs actuellement en Pologne parce qu'il y a, que je dise pas de conneries, NBA Without Borders actuellement organisé en Pologne et il est là. Et puis il y a que des files d'attente incroyables pour le voir, etc. Parce que c'est un événement en Pologne d'avoir un joueur NBA. Donc si lui aussi se mêle un peu à la fête et se met dans le mix de l'équipe de Pologne, on peut vraiment avoir une très belle équipe pour 2025. C'est ce que je nous souhaite. Bah justement, tu m'as un petit peu devancé, mais toi, tu laisses ta place à Jérémy Sohan, du coup, le joueur des Spurs. Est-ce que Mhm. justement, dans cette dynamique, il arrive au bon moment? Et qu'est-ce que tu penses justement de Jérémy Sohan? Oui, il arrive moment idéal. Moment idéal, d'ailleurs, pour le moment, tout est idéal pour lui. Je croise les doigts pour que ça continue parce qu'il a fait une très bonne saison rookie, enfin une très bonne saison à NCAA. Après, il a fait une très bonne saison rookie aux Spurs. D'ailleurs, pour lui, atterrir aux Spurs, je trouve que c'est idéal aussi. On a tous un petit sentiment pour les Spurs grâce à Tipeee et pour Popovic aussi. Donc, je suis très, très content pour lui qu'il ait atterri à San Antonio. Maintenant, encore un moment idéal pour lui où Mbanyama se fait drafter par San Antonio, donc ça va un peu booster toute cette organisation qui a besoin de victoire. Et oui, pour l'équipe de Pologne, il arrive vraiment au bon moment parce qu'on avait besoin, même pas d'un poste 4, mais d'un joueur NBA, d'un mec qui met encore plus de lumière sur cette équipe de Pologne qui grandit. Et voilà, je le connais personnellement et je sais que c'est un très bon garçon, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'il va réussir à s'assimiler à cette mentalité polonaise, tous pour un et un pour tous, on va dire ça comme ça. Donc
Donc, je pense qu'on est sur une bonne voie et puis je croise les doigts pour que tout se passe bien, pour qu'il soit en bonne santé, parce que c'est toujours le plus important pour un sportif, parce que le talent, il en a un énorme et je doute pas qu'il réussira à faire une très belle carrière et à aider les Spurs et la Pologne. Bon, tu l'as dit, hein, Victor Wembanyama, ça va être son coéquipier. Est-ce que pour toi, au-delà de l'équipe de Pologne, ces deux garçons peuvent devenir, de un, l'avenir de la NBA et de deux, du basket européen? Ouais, je pense que c'est ce que tout le monde aimerait. Après, comme je le sais, une carrière, c'est pas forcément un sprint, c'est plus un marathon. Faut prendre son temps, faut pas forcément faire ce que les gens espèrent de toi, mais faire tout simplement de ton mieux. On a plus ou moins l'œil basket, donc on se doute que s'ils font de leur mieux, ça ira vraiment bien. Mais effectivement, ils sont très talentueux. Je trouve ils s'assimilent bien. Je trouve que les deux peuvent jouer un peu 4, Victor un peu 5. Je pense que Jérémy aussi, Sohan peut défendre un peu toutes les positions. Donc c'est vraiment des joueurs qui vont bien ensemble. Ils ont l'air aussi d'être dans le même mode en tant que Jones. Ils ont l'air Ah, il y d'être a dans le une même délire. complicité. Ils ont l'air d'être dans le même délire. Donc ça aussi, ça me va bien. Et puis c'est deux Européens. Donc ça aussi, c'est toujours top de voir des étrangers, j'allais dire, briller à San Antonio, parce que Greg Popovich aime ça. Donc tout va bien, tous les feux sont au vert. Maintenant, à voir comment ça va se passer sur cette saison. Mais ce sera très certainement deux joueurs qui vont faire une très très belle carrière et j'espère ensemble. C'est clair. Mm. Quel est ton meilleur souvenir en sélection? Et forcément, va falloir qu'on soit un peu négatif, mais ton pire souvenir. Bah écoute, le meilleur, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est la victoire contre la Slovénie, Ouais. Eurobasket, quart de finale. Donc déjà, on est en quart de finale, c'est pour nous inespéré. Euh, Tout le monde se dit, écoutez, ils ont fait l'écart, c'est déjà nos super-héros, on est super contents. La dernière fois qu'on était en quart, c'était il y a 30 ans. Enfin, voilà, et la Slovénie, ça va être presque impossible à faire, etc. Donc tout le monde se satisfaisait déjà de ce résultat. Et on a entamé le match en mettant tout ce qu'on tentait, on a tout réussi. À la mi-temps, on était à plus 20. Ensuite, la Slovénie a réduit l'écart, mais on a gagné en fin de match. Donc ça, c'était très certainement... non seulement l'adversaire était colossal, mais en plus, la physionomie du match, un peu, c'était suspense total. Donc, meilleur souvenir sans aucun doute. Pire souvenir, je dirais Euro 2017, quand on perd en Finlande contre la Finlande, parce qu'on gagne tout le match. Et sur une dernière action, Markkanen fait interception incroyable, traverse tout le terrain, dunk pour aller en prolongation. Et on perd en prolongation alors que c'était un match coup près. On le gagne, on passe. Eux le gagnent, eux passent. Donc ça, on l'avait très mauvaise parce qu'on gagnait tout le match de 10-15 points. Et puis on a perdu. Donc c'était en plus en Finlande, salle pleine, etc. Voilà, c'était un mauvais souvenir. Donc voilà, je dirais ça. Après, je peux en dire un deuxième, mais ça, c'est pas forcément Vas-y, un vas-y. mauvais souvenir. Ça, c'est plus un truc qui m'a choqué en fin de compte, parce qu'on s'attendait pas forcément à battre l'Espagne à l'Euro 2015. Mais je me rappelle du coach qui disait à Martin Gortat, écoute, Paul Gasol, il met pas un pied dans la peinture. Peu importe, on gagne, on perd, je veux pas qu'il mette un pied dans la peinture. Et Martin Gortat, costaud comme pas deux, le sort de la raquette tout le match. Et Paul Gasol a vraiment du mal. A vraiment du mal. Début du quatrième quart-temps, on est à égalité. C'était les huitièmes de finale. Au dernier quart-temps, Paul Gasol met 4-3 points. Donc Martin Gortat est resté sur la consigne. Hein, il a sorti de la raquette. Mais Gasol qui met 4-3 points dans le dernier quart-temps, on était sur le cul et puis on a perdu le match d'une dizaine de points. Mais ça, c'était un truc qui a commencé à montrer quand même que le niveau NBA, c'est quand même, voilà, on est quand même largement au-dessus on n'est pas que dans le talent, on n'est pas que dans voilà, c'est de la chance ou je sais pas quoi, c'est vraiment des mecs hors normes avec un talent hors norme. Voilà, c'est pas juste ils sont grands ou ils sautent plus haut, c'est pas ça, c'est vraiment des gars qui ont un talent inné. Et Paul Gasol nous l'a prouvé cette fois-ci. Venant d'un Hall of Famer, oui, j'imagine. Incroyable, le mec, incroyable. Sauf erreur de ma part, et puis je crois que tu en as un peu Mhm, parlé tout à l'heure, tu rentres mhm. dans ta dernière année de contrat avec ton Ouais. club cette saison, tu y es depuis 2017. Mhm. Euh,
c'est forcément un championnat que nous, on n'a pas l'habitude de suivre. C'est des Mhm, équipes qu'on connaît très peu. Justement, est-ce que mhm. tu peux nous parler de ton club, du championnat polonais et puis voilà, de la saison qui est passée, de celle qui arrive? Ouais, alors le championnat polonais, je dirais que c'est un mix de bas de tableau Pro A. Pour le top 5 polonais, on pourrait dire bas de tableau Pro A. Et le reste du championnat polonais, je dirais Pro B. Pro B, tu as peut-être une ou deux équipes qui sont bas de tableau Pro B, et le reste milieu, voire haut de tableau Pro B. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai très souvent des appels de coach Pro B euh, qui viennent chercher des joueurs en Pologne parce que ce sont deux championnats très similaires. Donc les joueurs en général qui réussissent en Pologne réussissent en Pro B et puis inversement. Et en ce qui concerne mon club, donc écoute, j'y ai signé, comme tu l'as dit, en 2017. Après une saison très compliquée à Gravelines où je me suis fait opérer, j'avais eu beaucoup de blessures, même si la saison avait très très bien commencé, elle avait très mal fini malheureusement. Et avec ma femme, donc polonaise, on avait décidé de revenir en Pologne parce que le club dans lequel j'ai signé à l'époque jouait l'Europe et avait de grandes ambitions. Donc sur les 3 premières saisons dans ce club, on a joué les finales du championnat polonais. Mais malheureusement, quand le Covid est arrivé en 2020, notre sponsor principal, parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, en général, les équipes sont fortement constituées d'un sponsor principal, contrairement à la France où c'est très souvent, évidemment, tu as des subventions de la ville, mais tu as aussi, je me rappelle à Gravelines, si je dis pas de conneries, le président Hervé Bedelem ramassait 200 sponsors par saison, enfin des petits sponsors évidemment, mais ça se passait un peu plus comme ça. Donc en Pologne, c'est différent. Tu as plus un gros sponsor qui donne, on va dire, 75% de l'argent d'une équipe. Et nous, ce sponsor, justement, pendant le Covid, nous a quittés. Donc depuis 2, 3 ans, on joue les dernières places du classement, on bataille pour le maintien avant tout. Mais à savoir que je me sens très bien dans cette ville. Avec ma femme, on s'y sent très bien. Et puis j'ai envie de finir ma carrière ici. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bourlingué aussi sur mes 10, 12 premières années de carrière. Et c'est vrai que c'est aussi, on va dire, compliqué. Hein. C'est pas toujours simple de partir à droite à gauche. Ta femme voyage avec toi à droite à gauche. Elle peut pas forcément travailler. Elle se fait des amis dans une ville. Tu la quittes la saison d'après. Donc la vie de basketteur pro, c'est top, mais il y a aussi des sacrifices à faire. Et c'est vrai que ce sacrifice, on voulait le mettre de côté. Donc on s'est dit qu'on allait vivre dans cette ville qui est très belle d'ailleurs. Hein. J'invite tout le monde, si quelqu'un y passe, passez-moi un coup de fil, je vous ferai visiter. C'est une très très belle ville. Mais voilà, donc on y est depuis. Donc là, je vais entamer ma 7e année et dernière saison en carrière. Je vais arrêter dans un an à 37 ans. Ok, bah en espérant sur une belle note du coup. Yes. On te le souhaite en tout cas. Dans cette longue carrière, j'ai vérifié et normalement, tu as disputé toutes les compétitions de clubs possibles, Euroleague, Ouais, Eurocup, ouais, BCL, ouais. FIBA Europe Cup. Donc Ouais. c'était incroyable. Laquelle as-tu préférée? Alors, on aurait envie de dire Euroleague comme ça parce que c'est la plus belle, mais peut-être Mhm, que tu as vécu d'autres expériences. Mais toi qui as mhm. tout l'échantillon, Ouais, laquelle ouais. que tu as préférée? Ouais, ouais, je sais pas si c'est un succès ça d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est sympa parce que j'ai une vision un peu de toutes les coupes d'Europe. Évidemment l'Euroleague parce que les adversaires sont impressionnants, les ambiances sont impressionnantes. Les joueurs contre lesquels tu joues, c'est le top européen. Donc évidemment Euroleague, tout ce qui est aussi médias, etc., c'est vraiment très bien fait. On se rapproche du niveau NBA, on peut le dire. Surtout de nos jours. Hein. Moi, j'ai joué l'Euroleague en 2015 pour la dernière fois, donc c'était un moment. Mais déjà à l'époque, c'était très, 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 très sophistiqué, on peut le dire. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé la Champions League aussi, qui est une compétition nouvelle, qui gravit étape par étape, voilà, passe les échelons petit à petit. Et je trouve que c'est bien organisé aussi. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que l'Eurocup va s'arrêter bientôt et tu auras après l'Euroleague, justement, donc la BCL, la Champions League. Et je pense que c'est pas mal parce que c'est compliqué. Ça, c'est un autre sujet encore, hein, mais c'est compliqué pour les fans de s'y retrouver dans tout ça. Ouais, C'est clairement. vraiment un bordel, des fois, sans nom, malheureusement, de savoir quelle équipe va jouer quelle compétition, quelle compétition. Donc, Champions League, ça, pour un fan de base,
ça te fait penser au foot, donc du coup, ça te fait penser à la compétition la plus huppée. Mais du coup, après, tu te renseignes, on te dit que l'Euroleague, en fait, c'est la meilleure. Et puis, en fait, avant la Champions League, tu as aussi l'Eurocup. Donc ça, c'est compliqué. mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Chaque sport a ses points positifs et négatifs. En tout cas, c'est vrai que c'était de belles expériences, de très belles expériences. La FIBA Europe Cup, qui est la moins huppée, j'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est vrai que le niveau était, on l'a joué avec Gravelines, et j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où les voyages étaient interminables. Parce qu'en général, la FIBA, c'est des petites villes qui le font. Du coup, pour y arriver, tu atterris quelque part. Évidemment, c'est jamais un vol direct, tu as toujours un changement. Quand tu atterris, tu as 2, 3 bonnes heures de bus, donc tu es claqué. On te dit que le lendemain, tu joues à 15 heures ou je sais pas quoi, donc c'était marrant, ça avait son petit folklore et ça m'a toujours plu aussi, ça, dans le sport de haut niveau, de changer un peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi aimé la Pologne, parce que c'est totalement différent de la France. Et ça, c'est des trucs qui me plaisent aussi dans le sport. Faut un peu changer, parce que si tu joues toute ta vie en pro A, et tu tapes dans les mêmes salles sans arrêt, avec les mêmes chansons de public, etc., c'est pas forcément fun. Donc faut essayer de se forcer un peu à voir ailleurs. Le folklore en France reste quand même d'arriver à Limoges, là où j'habite. J'ai déjà pris un tir par Léopold Pas Cavalière la mal, dernière fois. On pas m'a mal. toujours dit que c'était la croix et la bannière pour venir chez nous. Donc voilà, Mm. c'est notre folklore en France. Non, 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 c'est vrai que Limoges, ça a son petit charme aussi. Je vais pas te contredire là-dessus. Ça a son petit charme. Après, faut aimer, faut aimer. Ouais, faut aimer. Bon, si je t'ai amené un petit peu sur la piste de l'Euroleague, c'est que, comme tu peux le voir, chez Upset, on suit l'Euroleague à fond. Ouais. Et justement, on a eu cet été un mercato absolument extraordinaire. T'as suivi Magnifique. un peu tout ça, toi? Tout. Évidemment, je suis l'Euroleague, je fais mes petites équipes fantasy tous les ans. Ah, bon, on va J'ai t'inviter mon sur la petit nôtre alors. yes, j'arrive sans aucun problème. J'ai mon petit Euroleague Pass, évidemment. Et j'ai suivi l'actualité. Je suis très très content pour l'Euroleague. Pas forcément étonné, parce que je pense que les joueurs NBA, petit à petit, se rendent compte que ça a du sens aussi de venir jouer. Déjà, ils gagnent de mieux en mieux leur vie en Euroleague. Les contrats sont de plus en plus sexy, on va dire ça comme ça, en Euroleague. Il n'y a plus forcément de problème pour aucune équipe de donner un contrat d'1 million de dollars, alors qu'à l'époque, c'était quand même restreint sur, allez, on va dire CSK Moscou, les équipes turques sûrement, et peut-être un ou deux joueurs en Grèce, mais en général, un contrat d'1 million de dollars, ça se voyait pas forcément en Europe. Là, j'ai l'impression que toutes les équipes, je dis bien toutes, parce que même l'Asvel ou Monaco sont aptes à donner 1 million de dollars sur une saison. Donc financièrement, pour les joueurs NBA, déjà, c'est plus satisfaisant, mais j'ai l'impression aussi qu'ils commencent à se rendre compte que c'est fun de jouer en Euroleague, et que c'est pas une honte pour eux d'y venir. Donc ça, je kiffe vraiment, et j'ai hâte de voir cette saison, où je crois que c'est le record de joueurs Euroleague, enfin de joueurs NBA qui viennent en Euroleague. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vais pas forcément te pointer du doigt un recrutement qui se différencie des autres, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes sexy. Vraiment, Ouais, c'est vraiment clair, sympa. c'est clair. Ouais, il y a quand Vraiment même sympa. deux de tes anciens coéquipiers de la sélection qui sont Ouais, concernés par tous ouais, ces mouvements. Donc il y a ouais, Mateusz Ponica qui arrive aux Partisans, ouais, club de mon cœur. Est-ce top. que tu as eu le temps d'en discuter avec lui? Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que tu penses qu'il va s'éclater là-bas? Ouais, je pense qu'il va s'éclater là-bas. Je pense que les fans du Partizan vont l'adorer, parce que c'est un joueur qui donne tout à chaque entraînement, à chaque match. Il se met le cul par terre, il bataille sur chaque ballon. C'est un joueur aussi qui peut dépanner au poste 1, au poste 2, au poste 3, qui est très costaud, donc il n'a pas de mal à défendre de poste 4. Donc je pense que c'est vraiment une bonne signature pour les deux parties. Je sais que le Pana voulait le garder, mais il s'est dit que le partisan et le coach du partisan, c'était quelque chose de sympa à vivre, et c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Donc il a bien fait de signer là-bas. Et puis donc l'autre, donc Oleg Balcerovski, donc là là je suis aux anges pour lui aussi, parce que je le connais depuis gamin, depuis qu'il a 15-16 ans, et c'est vraiment un gamin très très talentueux, très gentil garçon, qui bosse très dur. On dit souvent que les grands
bossent moins et sont un peu plus feignants, mais lui, pour le coup, c'est vraiment un gros bosseur. Donc signé au Pana dans cette équipe incroyable, avec ce coach incroyable, c'est plus que top pour lui. Et puis en plus, si je dis pas de conneries, j'ai un peu vérifié tous les salaires, etc. Même si c'est pas forcément le truc le plus dont on parle le plus, mais il n'aura pas forcément une pression incroyable parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont gagner Ouais, beaucoup plus d'argent forcément. que lui, même si je sais que dans ces équipes, tout le monde a un rôle important et tout le monde doit être au niveau parce que sinon, ça mène nulle part. Bah, c'est bien que tu parles de ce ressenti que tu as, parce que récemment, donc on a eu Andrew Albici qui a joué avec lui la saison Ouais, dernière, et ce ouais. qu'il nous disait, c'est que déjà, il nous disait que du bien du joueur, mais Mhm. surtout, lui, il trouvait que c'était ultra mérité, que c'était, voilà, Ouais. qu'il s'y attendait à ce qu'il parte, et Mhm. donc je vois que tu partages cet avis, donc c'est cool, au moins ça se rejoint, lui, il l'a eu en coéquipier en club, toi, tu l'as eu Mhm. en Mhm. sélection, donc c'est cool, c'est un gars, j'arrête pas de saouler les gars d'Upset avec ça. Je tweete tout le temps sur Balcerowski parce que je Mhm. l'ai vu jouer même au Mega Basket, parce que Ouais, je suis grave la BA League, et je yes. disais, vous allez voir, ce gamin, il va percer, on va le voir en Euroleague. Et Mhm. c'est vrai que là, tout coïncide. On a eu Andrew, j'étais toi, et vous avez le même Ouais, avis, donc je suis hyper content pour lui. ouais. Et Non, mais Opana, tu sais quoi, ce gamin, il était déjà avec nous au championnat du monde en 2019 et il y a eu un article sur lui parce que c'était le plus jeune joueur au championnat du monde. Et il a raté un peu le coche parce que donc les championnats du monde étaient en septembre 2019 et il avait été déjà très bon. On avait joué donc comme je te l'ai dit contre les States pour la huitième place. Il avait mis un dunk sur je sais plus Evan Turner plus deux trois autres joueurs pas loin, etc. C'était vraiment, il avait fait vraiment un bon match, 8 points ou 10 points alors qu'il avait 18 ans. Et il a raté le coche en ne s'inscrivant pas à la draft hmm. en 2020. Je sais pas, si c'était parce que le Covid, saison arrêtée, c'était un bordel. Je sais plus, la draft avait été décalée. Enfin voilà, alors que à ce moment-là, si c'était inscrit à la draft, je pense qu'il aurait fini en NBA. Voilà. Après, évidemment, on peut refaire le passé, etc., etc. Il est là où il est et c'est très très bien pour lui. Je pense qu'il est au bon endroit. Donc voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui, comme tu l'as dit, comme Andrew l'a dit, qui mérite d'être là où il est. Il a été meilleur jeune de l'Eurocup en 2021, je crois. Là, il a été meilleur jeune encore une fois en 2023 parce qu'il est toujours jeune, il est de 2000. Euh, et je pense qu'il a vraiment franchi un cap justement avec Megalegs parce qu'il était un peu dans un cocon à Grande Canaria. Il est parti à Megalegs. Il s'est pas forcément épanoui parce qu'il est revenu à Grande Canaria en milieu de saison, mais il s'est rendu compte peut-être de deux trois faiblesses qu'il avait et il a commencé à travailler dessus à fond et ça a payé parce que là je trouve que c'est vraiment un pivot mais moderne, talentueux sur l'Eurobasket justement 2022. Tout le monde parlait que de Ponitka et d'AJ Slaughter, mais je trouve aussi que Balcerowski était au moins au même niveau qu'eux, nous a vraiment beaucoup aidé pour arriver à cette quatrième place et du coup à atterrir au Pana cette saison. Après une bonne Summer League d'ailleurs à Boston, Hmm. je trouve que c'est amplement mérité aussi et je trouve qu'il est à sa place. Il y a pas de, il a pas pris, c'est pas de la chance, c'est pas voilà, il est vraiment à sa place. Est-ce que tu consommes beaucoup de basket, toi, durant l'année? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que même quand tu es en off, tu te dis, allez, vas-y, je regarde autre chose? Est-ce que tu consommes beaucoup de Non, basket? Ouais. non, je fais partie de ces joueurs qui regardent, je regarde tout le temps. Là, tu m'as parlé d'Aba League, je regarde aussi. J'essaye de rester à jour avec tous les championnats européens. La NBA, je regarde aussi, mais pas forcément en direct, évidemment, parce que Hmm. j'ai un enfant, etc. Donc, c'est pas simple de. Quand t'étais un peu plus jeune, tu te levais la nuit sans aucun problème, mais là, c'est un peu casse-cou. Le lendemain, je vais pas savoir courir après mon fils dehors, etc. Donc, c'est pas forcément le but. Mais je reste quand même à jour sur tous les championnats. Ouais, j'essaye vraiment de. Après ma carrière, je veux rester dans le monde du basket. Donc c'est aussi quelque chose qui va me servir. Même si je fais ça avant tout par passion, c'est quelque chose que j'aime tout simplement. Donc ouais, carrément. Tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut en parler ou c'est encore secret? On peut en parler, on peut en parler. Après, je sais pas forcément quel spot sera ouvert, on va dire ça comme ça, mais j'aurais aimé bosser que ce soit avec un club ou peut-être euh, devenir agent aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse, Ok. même si c'est vrai que il faut que je travaille sur plusieurs choses. Mais je pense que être agent dans le style que je veux, c'est faisable aussi, parce que c'est vrai que beaucoup d'agents ont un certain mode de fonctionnement qui pas forcément qui me faut
qui me correspond pas forcément, mais je pense que si t'aimes ce que tu fais, y a pas de problème. Voilà, tu peux le faire de différentes façons, ça marchera quand même. Donc voilà, un peu ce genre de truc. Ouais. Ok. On a une tradition chez Upset quand on reçoit un invité, c'est de lui demander de nous donner un 5 majeur en s'incluant dedans. Donc tu es déjà le poste 4 Ouh, de ce 5. De d'accord, joueurs avec qui tu as joué. Voilà. d'accord. Et tu nous composes ce 5 majeur. Alors, je te cache pas que tu Ouf. as pas mal de taf parce que les Mhm. derniers invités qu'on a eu, donc Andrew, Fabien, etc., ils nous ont fait un roster complet. Tu Un peux roster complet de quoi? De Ouais, 12 joueurs? 10-12 de joueurs? 10-12 joueurs, ouais. Donc, D'accord. si t'as de l'idée, tu peux Ils nous voulaient faire pas se faire 10-12 d'ennemis, les joueurs. mecs. Ils voulaient pas se faire d'ennemis. Soit tu nous donnes un 5 majeur parce que tu as les idées tout de suite, soit tu as déjà Ah. trop d'idées et tu peux nous faire un roster complet. C'est libre, c'est ton équipe à toi. Mhm, mhm, mhm. Ah, ok, ah, là tu me prends de. Ok, bon écoute, non, je vais mettre Ponitka au poste 2. Je suis obligé parce que c'était vraiment un joueur qui m'a vraiment impressionné. À chaque fois que j'ai joué avec lui, que ce soit en début de carrière où je trouvais qu'il avait pas forcément de talent, mais il faisait toujours tout ce qu'il fallait et c'était quelque chose que je respectais énormément. C'était celui qui arrivait premier, dernier, partait dernier. Il a fait des progrès énormes, donc ça c'est quelque chose que je respecterai toujours. Et là, il en est aujourd'hui là où il est, vraiment pas forcément grâce à son talent, mais vraiment grâce au travail. Et ça, c'est quelque chose que nous, basketteurs, on est obligé de respecter. Donc, Ponitka au poste 2. Vu qu'on en a parlé, je vais mettre Balcerovski au poste 5. Euh, ouais, Balcerovski au poste 5. Mais attends, poste de meneur. À Monaco, j'ai eu un meneur qui s'appelait DJ Cooper. Ok. J'aimais beaucoup jouer avec lui, même si la personne était fou dans le sens positif, négatif, tu prends ça comme tu veux. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui régalait sur le terrain, qui tournait sans aucun problème à plus de 10 passes décisives, qui faisait pas mal le show. Il a été d'ailleurs MVP la saison d'après avec Pau. Je crois qu'il a été MVP de 3, donc c'est quelque chose que c'est le genre de meneur que t'aimes bien, même s'il il fait des choses bizarres des fois, mais en général sur le terrain t'adores ce genre de meneur. Même si oui, après on connaît on sait ce qui s'est passé après, mais bon, ça c'est son problème, ça c'est son problème. Poste 3, je vais rester sur l'équipe de Pologne. Je vais rester sur l'équipe de Pologne, je vais mettre Adam Waczyński, joueur qui a joué 5 ou 6 ans à Malaga. Vu que j'ai pris Ponitka, qui a pas forcément un très bon shot 3 points, je dirais Waczyński parce que Waczyński c'est 50% à 3 points sur sa carrière et c'est quelqu'un qui en équipe de Pologne a été meilleur scoreur sur l'Eurobasket 2015, sur l'Eurobasket 2017, sur les championnats du monde 2019. Donc c'est quand même une légende du basket polonais. Voilà. En poste 5, j'aurais pu mettre Marcin Gortat aussi, mais je vais rester sur Oleg Balcerowski qui avec lequel j'ai plus joué tout simplement et qui a un plus gros potentiel. Donc j'espère qu'il arrivera encore plus haut que Martin Gortat, même s'il a déjà fait carrière exceptionnelle le Gortat. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Mm. une belle équipe, ça. Ça Ça peut va, aller loin. c'est Ça sympa, peut- ouais, ouais, ouais. Ça peut gagner quelques matchs. Vous filez un passeport à DJ Cooper, vous pouvez repartir sur une Je pense, campagne, hein. je pense qu'on n'en voudra pas. On a adoré justement avoir AJ Slaughter sur ces 7-8 années parce que c'était quelqu'un c'est marrant, hein, mais c'est un Américain. Je connais un petit peu les histoires des Américains avec les passeports. Et en général, les équipes nationales les appellent. Allez, cet été, tu reviens, il faut que tu reviennes, sinon on va te punir ou sinon on t'enlève le passeport ou ceci, cela. Alors qu'AJ Slaughter, c'est lui qui appelait tous les ans le coach de l'équipe nationale. Coach, c'est quand le camp parce que vous me manquez, j'ai envie de venir, etc. Et ça, c'était vraiment un truc incroyable pour un Américain naturalisé. En fait, il n'est pas venu juste pour prendre le passeport et signer son contrat en Espagne ou Hmm. signer son contrat je sais pas où. Il était vraiment très excité et très content de faire toutes ces compétitions avec nous, de jouer au basket. Il essayait d'ailleurs d'apprendre l'hymne polonais, hymne imprononçable pour ceux qui parlent pas polonais, mais il a fait de son mieux quand même. Donc c'est quelqu'un ouais, qui a marqué aussi l'histoire du basket polonais, tout simplement. Mais c'est drôle parce qu'il y a une fois, on parlait de ce fameux débat autour des passeports qui devient un petit peu Ouais, c'est terrible. compliqué. Ouais. Mais il y a des joueurs qui, pour nous, ont été naturalisés, mais ça allait de soi, en fait. On a Blake Shield, mais Blake Shield, il était marié Ouais. à une femme tchèque, Ouais. donc c'était assez normal. Et c'est vrai
bah, parfois on l'oublie, mais Jay Slaughter est naturalisé Mm. polonais, mais on a l'impression que ça coule de source, justement parce que Ouais. le mec est investi, parce Tout, qu'on a il a tout l'impression fait, qu'il ouais. fait partie du truc. Et c'est vrai que lui, on lui pose moins de questions qu'un. Mm. Allez, je vais sortir les gros mots, mais Embiid en équipe de France, tout de suite, ça pose beaucoup de questions. Ouais, j'ai Et Jay, pas aimé Slau- ça. et Jay Slaughter, ça passe, J'ai pas mais aimé ça. Mm. tranquille. Donc c'est Ouais, cool, ouais. tu vois, que tu nous apportes cette anecdote parce qu'au moins ça confirme le sentiment qu'on avait de l'extérieur. Donc. Mais c'est rare, hein. Je suis obligé de le dire, c'est rare. J'ai entendu tellement d'histoires aussi par rapport au naturalisé, des histoires évidemment négatives. C'est très rare qu'il ait voulu faire. Il a fait Euro 2015, 2017, Championnat du Monde 2019, Euro 2022, donc il y a passé presque 10 ans et avec plaisir. Et là justement, comme la plupart des pays, on essaye d'avoir un autre naturalisé, mais on ne trouve pas forcément parce que on veut pas. La Pologne n'est pas un pays qui donne de l'argent aux naturalisés, ça arrive aussi. Si je dis pas de conneries, la Turquie donne de l'argent à Shane Larkin, ou enfin voilà, plein de trucs comme ça. Nous, on veut pas donner de l'argent aux naturalisés. On aimerait avoir un naturalisé de 24-25 ans qui s'identifie un minimum avec la Pologne et qui est là qui sera là pour plusieurs années et pas pour un été ou un demi-été, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour le moment, la Pologne ne trouve pas. Donc voilà. Donc, écoute, on verra bien ce qui se passera jusqu'à 2025. J'imagine qu'ils vont en reprendre un, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Quand tu veux un mec qui s'investit, c'est dur. Et quand tu parles d'Embiid, justement, j'ai un peu mes poils là qui s'hérissent. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé je comprends un peu le fait qu'on pense aux sportifs avant tout, mais c'est pas forcément le joueur nécessaire. De deux, j'ai pas aimé le fait qu'il veuille jouer en équipe de France. Ensuite, j'ai entendu parler qu'il voulait jouer pour l'équipe des States. Tu vas voir que le Cameroun va se qualifier pour les JO ou presque. Donc, tout d'un coup, il va jouer pour le Cameroun. C'est pas, on joue pas. C'est pas un jeu de choisir sa nationalité, tu vois. C'est pas un truc. Voilà, là, on parle de représenter un pays quand même. Donc, tu représentes plusieurs millions d'habitants. T'as des fans, etc. Donc c'est pas un truc forcément à prendre à la légère, donc j'aime pas forcément, voilà. C'est un peu chelou, surtout que la France poste 5, excuse-moi, mais vous êtes plus que blindés, Ah on est bah plus que oui. blindés. À savoir qu'il n'y a pas Vincent Poirier, il y a pas, enfin voilà, j'en oublie plein, mais des postes 5, il y en a plein en France, quoi. Donc prendre un beat, c'est pas forcément ce que la France a besoin. Mais franchement, c'est cool d'avoir cet échange sur ce dossier avec toi parce qu'en plus, toi, représenter une équipe nationale, ça te tient d'autant plus à cœur que toi, tu es binational. Donc, Mhm. vraiment, c'est quelque chose qui te tient au corps et on l'a vu sur cet entretien. Donc, non, c'est cool d'avoir eu Mhm. ton avis là-dessus. C'est top. C'est top. Plaisir. Dernière question, et Mhm. après je te laisse tranquille. Ouais, pas de Elle souci. est toute simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu as une saison, la dernière, le Farewell Tour, forcément. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, avant tout une saison sans blessure, ça c'est le plus important pour tout sportif. Et puis pour la suite, de trouver une place dans le milieu du basket après ma carrière, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le basket c'est ce que j'aime le plus, à part ma famille évidemment, mais c'est ce que j'aime le plus au monde. Et j'aimerais évidemment rester dans le milieu du basket, trouver ma place dans ce milieu, n'étant plus joueur. Et puis voilà, écoute, hein, et puis au niveau du club, évidemment, se maintenir le plus vite possible pour pouvoir fêter dignement un dernier match de carrière que j'espère sera gagné aussi. Mais d'ailleurs, si tu veux venir, je t'invite aussi, il n'y a pas de problème. J'invite tout le monde L'ambassadeur. d'ailleurs, hein. Ça c'est toujours, moi je suis toujours, j'accueille tout le monde à bras ouverts. Tous mes potes de France qui viennent en Pologne sont accueillis à bras ouverts, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça en tout cas. C'est ce que tu peux me souhaiter. Ok, super. Bah écoute, merci de nous avoir accordé de ton temps. Pas de souci. Ça faisait un petit moment qu'on échangeait et c'est vrai que tu as très vite répondu à nos sollicitations. Donc je te remercie. Et puis bah peut-être qu'on se recroisera sur les réseaux, qu'on échangera un petit peu et qu'on se Invitez-moi sur votre Euroleague Fantasy là, Ah, invitez-moi parce que c'est déjà ok, noté avec ça grand roule, plaisir. Avec grand ça roule, plaisir. ça roule, ça Allez, roule. ciao Aaron. Ciao, ciao, merci de m'avoir invité et puis bonne continuation à vous. Merci.